Les actes sonores de l'Observatoire Sésame. La crise sanitaire a eu pour effet de faire apparaître énormément d'ordonnances. Dans ce second chapitre, Sandrine Foulon revient sur ces ordonnances et leurs effets en matière de dialogue social. Chapitre 2. L'impact de la crise sur le dialogue social et les CSE. Sur les ordonnances, il y a eu déjà les ordonnances du 25 mars, du 1er avril, du 15 avril. Il y a l'ordonnance du 22 avril qui porte sur les mesures pour faire face à l'épidémie. Donc ça a été encore une fois un gros chamboulement. Il y a un certain nombre de prérogatives et d'obligations de l'employeur qui ont été renforcées. Certaines ont été aménagées, d'autres ont été suspendues ou reportées, ce qui a évidemment des conséquences sur le travail des élus. Mais il a fallu faire très vite face à la mise en œuvre de ces mesures dérogatoires au Code du travail qui ont été permises, encore une fois, à titre exceptionnel. Par exemple, sur l'activité partielle, si le CSE n'a plus à être contrôlé préalablement au déclenchement du dispositif d'activité partielle, son avis reste malgré tout obligatoire. Il doit être recueilli dans les 2 mois de la demande qui est formulée auprès de la directe. Donc, l'absence d'avis du CSE, c'est vraiment compliqué parce que ça peut mettre en péril le remboursement par l'État des sommes versées au titre du dispositif d'activité partielle, par exemple. Le CSE, c'est également un acteur central dans la mise en œuvre de dérogations à la durée du travail et au repos. L'ordonnance du 1er avril 2020, elle a permis aux entreprises d'augmenter quand même significativement la durée du travail de 48 heures à 60 heures hebdomadaires, évidemment sous réserve encore une fois d'en informer le CSE qui doit rendre un avis dans le mois suivant cette information. Mais nous, ce qu'on a retenu, peut-être que c'est pas l'essentiel, mais ce qu'on a retenu quand même de notre point de vue, c'est que il y avait eu un énorme chamboulement au niveau de la réduction des délais. Et ça compliquait évidemment encore une fois la tâche des élus. L'ordonnance du 22 avril permet la modification par décret des délais à la consultation du CE sur des décisions de l'employeur, dès lors qu'il s'agit de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de Covid. Et aussi, ça concerne le déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE. Là où par le passé, le patronat, enfin, en tout cas la bataille patronale a été gagnée, c'est que ils n'ont pas nécessairement gagné d'abord sur les moyens, enfin sur le financement, mais sur les délais. Donc les délais ont déjà été raccourcis, ce qui fait que c'est extrêmement compliqué de travailler dans des délais contraints. Quand vous avez un dossier très complexe de restructuration ou de déménagement et que vous avez besoin d'un avis, d'une expertise, maintenant vous y allez à 2 fois. Donc voilà, je sais pas si le but pendant la pandémie, on va leur laisser quand même le bénéfice du doute, c'est aussi d'accélérer les procédures, c'est-à-dire que là il y a quand même une situation d'urgence, il faut répondre encore plus vite que d'habitude. Donc là il y a peut-être pas nécessairement une arrière-pensée, une bataille idéologique comme on a pu la connaître par le passé, mais voilà, ça fait que de toute façon au résultat c'est extrêmement complexe pour les élus de travailler dans ces conditions. Voilà, je voulais faire encore peut-être rapidement une pause pour vos questions. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. Très bien. Voilà. À un moment, Madame Foulon, vous aviez parlé que 50% des IRP jugent qu'il y aura des répercussions assez fortes. 59%. Oui, c'est ça, absolument. Qu'est-ce que vous entendez par répercussions ? Est-ce que ce sera au niveau du bien-être des salariés ? Est-ce que ce sera au niveau économique ? Est-ce que ce sera au niveau psychologique? Quelles sont les répercussions que vous mettez derrière? Oui, alors là effectivement, merci de préciser votre question. Ce que ça montre, c'est que cette crise va avoir évidemment des répercussions sur le bien-être des salariés, sur leurs conditions de travail. Et ce que Syndex pointe en premier, c'est justement les répercussions sur les conditions de travail. Le télétravail aussi, c'est énormément d'inquiétude parce que ça favorise l'isolement, les RPS, et ça, ce qui est étonnant
étonnant, c'est pas nécessairement surprenant, mais c'est que pour les élus, c'est une répercussion qui juge majoritaire. On va donner la parole à Franck Gouja qui voulait poser une question. Donc bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Franck Gouga, je suis un préventeur. J'ai participé à une conférence la semaine dernière où il y avait un adjoint de la Directe qui intervenait et qui a fait part d'une statistique qui indiquait que 50% des entreprises ne se préoccupaient pas de la santé au travail actuellement en France dans l'actualité de la crise. Et aussi, autre chiffre un peu stupéfiant, c'est qu'il y en a 74% qui se reposeraient sur l'engagement et la bonne volonté des salariés pour relancer l'activité lors de la reprise de l'activité post-crise. Donc là, ça inquiète sur le fait que les entreprises ne se préoccupent pas vraiment, ne fassent pas un bilan et un état des lieux de la situation des salariés actuellement, notamment psychologique. Et voilà, et donc ça laisse question par rapport à la situation dans laquelle les salariés vont se mettre lorsqu'ils vont repris. C'est comme un sportif de haut niveau, on ne le fait pas courir à 100 mètres sans échauffement avant. Donc voilà, donc il y a peut-être des choses à faire. Et là, je me posais la question si le CSE, enfin les membres du CSE, ceux qui pourraient nous écouter aujourd'hui aussi, pourraient ne pas être des relais justement à essayer d'amener les directions à réfléchir à ça dès maintenant, avant qu'on parte tête baissée dans une activité et qui peuvent créer des dégâts pour la santé et la sécurité des personnes, mais aussi pour la pérennité des entreprises. Oui, alors le problème moi je suis complètement d'accord avec vous. Je vais vous donner un sentiment qui est plus, j'allais dire personnel. C'est vrai que les risques psychosociaux, ça fait quand même longtemps que on dit que c'est un fléau, et il s'est pas passé grand chose. C'est-à-dire que dans les entreprises, c'est extrêmement compliqué. J'en ai parlé au début de l'intervention. La disparition des CHSCT n'aide pas. Quand je disais qu'on avait des alertes des médecins du travail qui disaient qu'aujourd'hui ils étaient quand même très très inquiets de la situation et que la réforme en plus qui s'annonce, enfin la réforme qui a été l'ANI qui a été signée, et puis éventuellement, enfin il y aura peut-être une proposition de loi qui va suivre sur la santé au travail, mais favorise pas ces conditions. Donc on peut se dire que en pleine période sanitaire, enfin c'est extrêmement compliqué de gérer ce problème, mais il devrait être prioritaire. Enfin vous avez raison là-dessus, je peux pas dire autre chose. Arnaud, je sais pas si sur les... Ouais, effectivement, j'ai lu le message de Franck là, et notamment quand il écrit que 50% des entreprises ne se préoccupent pas de la santé des salariés, c'est dramatique et puis c'est grave. Et donc là, bien sûr, le CSE et la commission SSCT ont un rôle à jouer. Quand il y a une commission SSCT, là, je pense que quand ça arrive, quand on est face à un employeur qui est dans cet état d'esprit, qui se préoccupe pas de la santé des salariés et qui compte sur leur engagement pour passer la crise et se dédouaner de ses responsabilités, le CSE peut bien sûr s'appuyer sur le code du travail, notamment l'article L4121-1 que je citais là dans le fil de discussion, donc qui explique clairement que quel est le rôle de l'employeur. L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc l'employeur a un rôle clairement défini en la matière, il peut pas s'en exonérer. Après, oui, effectivement, pour faire respecter cet impératif qui est fixé par le Code du travail, il faut pas que le CSE et que la commission SSCT hésitent à monter au créneau, à interpeller l'inspection du travail, éventuellement lancer un droit d'alerte. Quand on est dans ces situations-là, oui, effectivement, le CSE a un vrai rôle à jouer. Et ce qu'on voit, nous, c'est que sur ces aspects santé et sécurité au travail, on a un gros pic d'activité au niveau notamment des risques psychosociaux et des droits d'alerte en ce moment. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont lancé des plans sociaux au deuxième semestre, donc qui ont fait les choses plutôt de manière correcte, même si c'est toujours regrettable d'avoir des licenciements et des restructurations. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises, parfois plus petites, mais pas que, qui font des restructurations cachées, c'est-à-dire qui poussent les salariés à bout, qui les mettent sous pression pour les faire craquer et essayer de faire ensuite en sorte qu'il y ait des démissions provoquées par cette pression qu'on met aux salariés. Donc ça, c'est aussi un phénomène important qu'on retrouve côté Syndex.
Pour rebondir sur ce que disait Arnaud et pour répondre à la question de Franck, oui, effectivement, les employeurs ont une obligation de résultat. Enfin, ils doivent tout mettre en œuvre pour préserver la santé mentale et physique des salariés. Et ça, c'est le principe de base. Après, ça devient un peu compliqué sur le terrain. Notamment, je parlais de la gestion des protocoles sanitaires. On est au 7e ou 8e, je sais plus Arnaud, peut-être que vous avez le compte, mais on a des revirements, on a des contradictions entre ce que dit le Code du travail, entre ce que disent parfois les questions-réponses du ministère. Et tout le problème pour les entreprises, j'allais dire pour les employeurs, c'est que ils ont aussi compris que tout ça, beaucoup en tout cas, tout ce qui ne relève pas des ordonnances et du réglementaire, c'est des recommandations. On a eu beaucoup de recommandations, ce qu'on appelle de la soft law, du droit mou, et les entreprises se sont accommodées de ça, les employeurs se sont accommodés de ça. Donc, par exemple, on nous dit, enfin j'y reviendrai, mais le télétravail c'est obligatoire au moins maintenant 4 jours par semaine. Mais en réalité, rien n'oblige un employeur à mettre en place du télétravail obligatoire. Alors, il y a des batailles juridiques parce que il y a certains, le ministère du Travail est le premier à dire oui, mais si vous n'appliquez pas ces recommandations, ces protocoles, ces questions-réponses d'une certaine manière, vous n'allez pas au bout du principe de préservation de la santé mentale et physique des salariés. Mais voilà, c'est compliqué. Donc en fait, ce qui fait que vous avez des entreprises justement sur le télétravail qui n'ont pas nécessairement appliqué cette recommandation de ne travailler qu'1 jour par semaine en présentiel dans les entreprises qui sont dans des zones fortement touchées par le virus. Donc c'est pareil, il y a eu aussi beaucoup de choses à gérer sur les campagnes de tests, sur la vaccination en entreprise, où on nous a dit un coup qu'on pouvait, puis après que c'était plus possible. Donc voilà, ce qui est important, et ça je pense que Arnaud le dirait aussi, c'est qu'en fait pour les élus, ce qui est vraiment important, c'est de participer à ce que les entreprises mettent à jour le document unique d'évaluation des risques, parce que ça c'est un document majeur pour justement faire face à ce genre de choses. Retrouvez la suite de la conférence de Sandrine Foulon dans le chapitre 3, le dialogue social pendant la crise.